À ce moment-là, c'était quand ma boîte avait explosé. Genre, j'avais fait mon mois record à 100 000 € en un seul mois. Enfin bref, j'avais explosé. Et du coup, je me suis dit, trop bien, c'est trop facile l'entrepreneuriat. Hop, allez, j'ouvre une deuxième boîte. Et en fait, pas du tout. J'étais pas sur des petits prix. Genre, tu sais, quand tu démarres, tu te dis, je vais mettre à 30 €, à 50 €, tu sais, un truc moins de 100 balles. Non, moi, j'ai dit, je la mets à 300 balles et puis on va voir, tu vois. Quand tu fais un achat compulsif, il y a une douleur en toi, c'est involontaire, tu vois, tu le ressens pas. C'est ça dans tous les comportements d'achat. Vraiment, je préfère avoir moins de gens qui regardent mes vidéos, mais une audience plus qualifiée. Ouais. Et c'était toujours les mêmes questions. Énorme. Et j'ai dit, j'en ai marre de répondre individuellement, gratuitement à tout le monde, donc je vais faire une formation que les gens vont acheter. Au début, je crée du contenu moi-même et je mettais entre 2h30 et 3h par post. J'avais que ça à faire. Comment je gère mes haters ? Je les gère pas. Nous, on est sur l'émission Hook and the Gang. Ok. Tu as compris pourquoi Hook, forcément. J'imagine que c'est quelque chose que tu maîtrises et on va en parler. Et en fait, il y a 3 grands blocs dans cette émission qu'on va aborder. C'est un peu ton rapport personnel, toi, à la création de contenu, à la création d'audience. La partie un peu plus technique, organisation, donc tu vois, c'est quoi les bonnes techniques pour créer du contenu, comment tu t'organises. Tu nous as dit en off au début que tu n'étais pas toute seule à gérer tout ça, que tu avais changé même de poste, tu es passé un peu, maintenant tu es une CEO, on peut le dire. Donc, il y a tout ce changement-là, tu vois, qu'on aimerait bien aborder. Et le dernier grand bloc, c'est au niveau de la monétisation, puisque tu vois, nous, ce qui nous intéresse d'interviewer, c'est effectivement des personnes qui ont réussi à créer une audience, mais surtout des personnes qui sont quand même entrepreneurs, et donc ont réussi à soit monétiser une audience, soit ça leur a créé des opportunités business ou autre. Donc on verra avec toi ce que tu as choisi de faire. Et comme on est sur Hook and the Gang, et que hook, ça veut dire crochet, eh bien c'est toi qui vas pouvoir... C'était pour ça les canards. Exactement. C'est toi qui vas pouvoir pêcher un de ces canards pour savoir par quel ordre on va attaquer ces petites thématiques. Intéressant. Voilà. Ok. Eh bien écoute, je me munis du bâton. Je vais un peu reculer le micro. Ouais, vas-y, bien sûr. Puis t'inquiète si tu mets... mets... Il n'y a pas de canard rouge, hein. Non, il n'y en a pas. Aïe. Forcément cela, parce que sinon, il faudra que j'invente une nouvelle thématique. Allez, je vais prendre le violet. Oh, intéressant, genre intéressant. T'inquiète, on pourra faire un petit few moments later si jamais ça met trop de temps. Le numéro 3. Ok, ah ouais, ça te va bien, on commence direct par la monétisation, il n'y a pas de time direct quoi. Est-ce que je te rends ton attirail ? Non, tu vas en avoir besoin encore. Ouais. D'accord. C'est clair. Bon, après, tu peux le poser ailleurs si ça te gêne. Il n'y a pas de souci. J'ai gardé le canard avec moi, je le mets là, regarde. T'as bien raison. Voilà. Rapproche juste le petit micro. On est bon. Trop bien. Alors, monétisation. Alors, effectivement, ça va être une entrée en matière vraiment directe, mais bon, je pense que parler de chiffres et de monétisation, c'est un peu aussi ce qui a fait peut-être, je dirais, ton succès aujourd'hui. Ouais. Je peux appeler succès ? Oui, on peut. On peut. Tout à fait. Peut-être avant ça, quand même, juste pour pas qu'on attende la 3e partie si elle arrive en dernière. Qui es-tu ? Ouais, voilà, qui es-tu ? Ils se tapent 1 heure de podcast et après ils font ah ouais. Alors, je suis François Mitterrand. Non, je plaisante. Je m'appelle Laurine Bémer. J'ai 25 ans. J'ai commencé à 22 ans, donc là, ça commence à... Je me dis, ah ouais, je me suis lancée tôt et tout quand même. Je me dis, je suis un peu un dinosaure maintenant, alors que pas du tout, la meuf a 25 ans. Et je suis aussi connue sous le nom de la meuf en rouge. Ça ne se voit pas, évidemment. Pas du tout le choix du décor. Vraiment, rien de ça. Fun. Et je suis créatrice de contenu et formatrice réseaux sociaux. Donc moi, je me suis lancée au début sur LinkedIn, et puis après, je suis allée... chercher un petit peu sur Instagram et TikTok. Ça a très bien marché. Et du coup, les gens venaient vers moi pour être formés sur les réseaux sociaux. Et puis, donc après, je suis vraiment partie là-dessus. Et... T'as commencé par LinkedIn ? Ouais, j'ai commencé par LinkedIn. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, je pensais que t'avais commencé par TikTok au début. Non, intéressant, pas ça. du tout. TikTok, c'est le 2e. Après, c'était Instagram en dernier. Ok. Ah, tu vois, moi, il me semblait que t'avais... Enfin, en fait, comme c'est assez impressionnant, hein. T'es à quoi, 890 000, il me semble. Ouais, comme ça sur TikTok. Ouais. Je croyais que t'avais commencé par là. Et que du coup, cette grande visibilité t'avait aussi donné, tu vois, de la légitimité sur la création de contenu. Et donc, après que t'étais allé sur LinkedIn pour monétiser cette audience. C'est intéressant que tu me dises ça. Ouais. Très intéressant. Parce que ça prouve aux gens qui nous écoutent que, en fait, quand tu pars de zéro, tu peux quand même aller chercher des résultats explosifs. Ah ouais, je suis partie de zéro sur LinkedIn. Ok. Et là, t'as dépassé les 53 000, si je dis pas de bêtises, 50 000. Je sais plus. Ça va 52, tellement vite. 53, non, mais parce que je regarde pas tous les jours maintenant, vu que, tu vois, comme tu disais, j'ai délégué, etc. Donc, oui, dans les 52, 53, là, on doit être.
C'est propre. Et donc, du coup, tu as commencé, tu dis LinkedIn. Vraiment, tu as commencé par ça. Ouais. 2 ans. En fait, je suivais une formation dans laquelle il y a eu un moment, Valentine Soda, mon amie Valentine, qui a fait une intervention. Moi, je la connaissais pas du tout à ce moment-là. Elle a fait une intervention sur LinkedIn. Elle a dit, ouais, il faut vous lancer, nous expliquer pourquoi, comment écrire des posts, etc. C'était 1 heure d'intervention, mais qui m'ont suffi pour me faire ce déclic-là. Et je me suis dit, bah go. Et le lendemain, j'ai commencé à écrire mon premier post. J'ai mis genre 2 heures et demie à écrire mon premier post. C'était un enfer. Il a floppé complet. J'ai eu genre 3 likes dessus. Et je me suis dit, mais en fait, faut persister juste. Et j'ai continué. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas lâché LinkedIn un seul jour, quoi. Ok. Comme on est sur le début, même si on va arriver sur la monétisation, je te pose quand même cette question parce qu'elle est pour moi pertinente. C'est, t'avais quoi comme état d'esprit, tu vois, au moment où tu te lances dans la création de contenu? Parce que est-ce que tu étais déjà dans une logique de ok, je vais monétiser, ça va être un moyen de gagner de l'argent? Ou alors non, est-ce que tu voulais partager quelque chose? Est-ce que tu. J'étais déjà dans la monétisation parce que je savais que j'avais 2 choix. C'était soit faire de la pub, mais j'avais pas les moyens puisque je démarrais. Et j'avais pas beaucoup d'argent de côté, ni forcément l'envie de prendre mon argent de côté pour voilà. Soit créer du contenu sur les réseaux sociaux qui était gratuit et dont j'avais conscience. Et en fait, dans la formation que je suivais, on me disait les choses prennent du temps, faut pas se sous-pricer, faut pas prendre tout et n'importe quoi. Et quand tu te lances, si tu as un matelas de sécurité, au moins un minimum de matelas de sécurité, vraiment prends le temps, tu vois. Il faut pas être pressé de faire de l'argent. Et je pense qu'avec cet état d'esprit, justement, je me suis coupée des clients qui étaient potentiellement chiants et énergivores. Et du coup, j'ai eu le temps de me concentrer, bon, je l'ai fait, hein, comme tout le monde, sur le site web, le logo, alors que tu n'as ni offre, ni cible, tu sais pas à qui tu parles, tu sais pas ce que tu vas vendre, mais tu le fais quand même parce que tu as l'impression, tu sais, au début, tu sais pas. Donc, tu as envie d'avancer, mais en fait, tu avances sur des trucs un peu à la con. Mais du coup, la création de contenu sur LinkedIn faisait partie de ma routine. Et je me suis dit, je sais qu'il faut que je le fasse. Et après, j'ai commencé à analyser voilà, les plus gros. À ce moment-là, Thibault Louis, je sais pas combien il avait d'abonnés, mais il en avait 30 ou 40 000 quand je me suis lancée. Pour moi, c'était énorme. Nina, c'est pareil, elle avait dans les 30 ou 40 000, Nina Ramen. Et j'ai regardé ce qu'ils faisaient, comment ils écrivaient. Et je me suis dit, ok, si eux font ça, c'est que ça fonctionne, donc je vais faire pareil, en fait. Tout simplement. Mais donc, du coup, à ce moment-là, t'es déjà dans je vais vendre un produit sur LinkedIn. Ouais. Ok. Donc, tu commences ta création en vendant déjà quelque chose. T'as déjà une offre ou non, tu vois? Je commence ma création de contenu en vendant du copywriting, donc l'art de vendre avec les mots, hein, c'est pas le copyright, machin. Copywriting, vraiment, j'écris tes pages de vente parce que je me suis formée pendant 1 an avant de me lancer. Donc vraiment, j'ai masterisé le truc, j'ai fait des fausses pages de vente avec des faux produits. Je me suis vraiment beaucoup entraînée. Je me suis dit, ok, c'est bon, je suis prête et j'y vais. Mais évidemment, c'est le truc, j'en ai vendu, mais c'est le truc que j'ai le moins vendu en fait, tout simplement parce que je suis très vite allée après sur la monétisation de produits LinkedIn, formation en ligne, etc. Bah, vas-y, ça m'intéresse que tu développes ça. C'est-à-dire que tu vois, là, toi, tu commences la création de contenu, tu es direct, ok, je vais monétiser ça. Au début, du coup, tu monétises un service de freelance, du copywriting. Tu vends du coup un service. C'est ça. Et tu es passé au produit après. Oui. Pourquoi ce switch? Ouais. Comment c'est venu et comment tu as organisé ça? Et tu vois, comment. En fait, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est de savoir. Ça veut dire que tu as commencé à monétiser alors que tu avais déjà une petite audience, tu as commencé direct, tu vois. Oui. C'est peut-être ce qui explique tes chiffres aussi aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est ça qui m'intéresse de creuser ça pour aussi les personnes qui nous voient. Parce que tu vois, ici, je vois des personnes qui ont développé des audiences et ensuite qui ont pensé à la monétisation. Des personnes qui ont développé une audience et qui n'ont pas du tout monétisé et qui ne monétisent pas parce que c'est complètement une autre activité, c'est juste du branding. Il y a vraiment tout profil. Donc, moi, tu vois, ça m'intéresse et c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de te recevoir. C'est qu'aujourd'hui, tu fais des chiffres qui sont super intéressants. Comment t'es arrivé là-bas et tu vois qu'on ait ce parcours-là aussi. Ouais. Alors, le premier produit que j'ai lancé hors vraiment prestation de service, c'est ma formation en ligne LinkedIn. Ce qui est fou parce que j'ai vraiment lancé au bout de, je sais pas, 2 mois, le 2e mois ou le 3e mois que j'ai démarré. Je pense que c'était le 3e mois. En fait, au début, j'arrive sur LinkedIn, j'ai 0 abonnés. Je commence à créer du contenu, je monte à, je sais pas, le premier mois, je monte à 1000 abonnés. Le 2e mois, je monte à 2000 abonnés.
À ce moment-là, j'ai Nina Ramen qui me voit et qui me dit « Ok, bah, je trouve que t'écris bien, je veux que t'écrives mes posts LinkedIn. » Mais moi, à ce moment, je me sens vraiment zéro légitime. C'est-à-dire, je mets 2 heures à écrire un post. Ok, je fais des bons scores parce que, en fait, la création de contenu sur LinkedIn à ce moment-là, c'est en train d'exploser. Et du coup, je fais partie de ces gens qui explosent avec. Mais je me sens zéro légitime. Par contre, il y a un truc que je me dis, c'est purée, j'ai réussi à avoir une super cliente grâce à la création de contenu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment on fait pour attirer ses clients sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Et en plus, j'ai eu 2000 abonnés en 2 mois, ce qui, à ce moment-là, a été un score de fou, C'est en énorme. fait, vraiment. Et du coup, je me dis, ok, je vais essayer de créer une formation en ligne. Je la mets à 300 balles et on va voir ce que ça donne. J'étais pas sur des petits prix, genre, tu sais, quand tu démarres, tu te dis, ah, je vais mettre à 30 euros, à 50 euros, tu sais, un truc moins de 100 balles. Non, moi, j'ai dit, je la mets à 300 balles et puis on va voir, tu vois. Et je savais pas du tout. Je me suis dit, ça va pas marcher, mais bon, c'est pas grave. Au moins, si je fais une vente, ça me fait 300 euros et puis voilà. Et donc, en fait, donc quand je démarre, on est en février 2022. Quand je fais ma formation, on est en avril 2022. Et je fais ma formation sans vraiment savoir où je vais. Tu sais, j'y vais un peu à tâtons, quoi. Je leur explique comment créer des posts, le hook, le corps du post, les appels à l'action, etc. Enfin, vraiment les trucs assez basiques, mais qui, à ce moment-là, est très important parce que les gens, c'est ce dont ils ont besoin. Et je fais ce lancement. J'ai jamais fait de lancement de ma vie. J'ai jamais fait de formation de ma vie. J'ai 2000 abonnés sur LinkedIn, ou 2500. Je viens d'arriver il y a 2 mois. Et je fais, en semaine de lancement, 7500 euros, tu vois, avec cette formation. Là, je fais... Attends, mais quoi? C'est si facile que ça, l'entrepreneuriat? Genre, vraiment, j'étais là. Là, tu vois, je pense que ça a monté d'un coup. J'ai ma dopamine qui a explosé. Mon mec à côté qui regardait mes notifications Stripe tous les jours, qui me disait, mais c'est un truc de dingue. Genre, vraiment, il y a 2 mois, tu faisais 0 euros. Le 2e mois, t'as fait 500 balles. Et là, 3, 4e mois, tu fais un lancement comme ça. Et donc, ce qui est important, c'est que c'est pas le nombre d'abonnés que j'avais qui comptait, c'était l'audience qui était qualifiée. 2000 abonnés, c'est pas énorme. Tout le monde, beaucoup de gens sur Instagram ont 2000 abonnés et se disent, j'arriverai jamais à monétiser, mais machin, etc. C'est pas du tout ça, en fait, que moi je suis allée chercher. C'est vraiment une audience qui est ultra qualifiée, qui a un problème et que je résous. Est-ce que ça, c'était déjà, je veux dire, tu l'avais en tête au moment où tu l'as fait, vraiment? Ou alors, tu vois, ça s'est fait un peu tout seul parce que tu parlais d'une problématique que justement tu avais visée? Ou tu vois, est-ce que c'était réfléchi? Ou alors c'est avec le regard en arrière que tu as aujourd'hui et l'expérience que tu as que maintenant tu dis, en fait, c'est pour ça que ça a marché, c'est parce que j'avais développé cette audience-là? Alors, il y a les deux. Parce que j'avais une audience qui était qualifiée, ils venaient m'envoyer des messages pour me poser des questions. Et c'était toujours les mêmes questions. Énorme. J'ai dit, j'en ai marre de répondre individuellement, gratuitement à tout le monde, donc je vais faire une formation que les gens vont acheter. Et en fait, j'ai répondu vraiment à la demande parce que j'ai compris que les gens avaient tous les mêmes questions. Je me suis dit, mais je recevais des dizaines de messages par jour. Tu sais, au début, quand tu as le temps de t'en occuper, tu les tries. Mais même quand j'avais le temps de m'en occuper, il y avait tellement après de messages que j'avais plus le temps de répondre. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais pas faire des copier-coller à chaque fois. Je vais pas donner des conseils full gratuitement. Si les gens ont envie d'avoir accès à mon expérience et mon expertise, ils vont devoir payer, tu vois. J'étais OK avec ça. Parce qu'encore faut-il être OK avec le fait de faire payer. Au début, on a toujours le syndrome de l'imposteur, etc. Et ça a très bien marché. Et en tout, la formation, tout est pour tout, elle a fait 10 000 euros. Je crois que j'ai refait un autre lancement dessus. Enfin, je l'ai remise en vente sur un upsell, etc. Bref. Et donc, elle m'a fait encaisser 10 000 euros. Et puis après, bon, j'ai arrêté de la vendre puisqu'après, j'ai d'autres programmes qui sont sortis beaucoup plus qualitatifs. Oula, c'était dur là. On connaît notre métier, madame. On connaît notre métier. Donc voilà un peu comment ça s'est enclenché chez moi, le produit digital surtout. Trop bien. Donc ça, deuxième monétisation après le service. C'est ça. Premier produit. Mais comment on arrive à aujourd'hui? Parce que là, tu fais pas mal de lancements. Oui. Est-ce que d'ailleurs, c'est une logique, tu vois, que tu as envie de perdurer et que tu penses que c'est la meilleure façon aujourd'hui de faire, c'est-à-dire que tu fonctionnes que par lancement? Ou alors, tu vois, tu as des tunnels ou des funnels qui sont, tu vois, un peu tout le temps en continu et tu as des rentrées régulières sans faire réellement de lancement. Parce que je parle de ça, tu viens de faire un lancement il y a quelques temps. Ouais. Tu en refais en septembre, donc en gros, dans un mois.
Ça fait des lancements qui sont quand même intenses sur des choses qui sont proches mais différents. Oui. Donc c'est quand même aussi challengeant parce qu'il faut créer aussi tout le. C'est ça. C'est du taf. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a aussi du taf, quoi. Ouais, On parlera du taf organisation après, si ça Tout te à va. fait, ouais. Mais du coup, sur cette partie monétisation, comment, tu vois, on passe de ce premier produit, on a compris, tu prends un gros shoot de dopamine, tu vois ton compte, le compte de ta banque qui fait OK, d'accord, c'est parti. Parce que quand même dans le contexte, tu étais étudiante aussi à ce moment-là. J'étais étudiante, ouais. Pour remettre en contexte pour les personnes qui nous voient, tu prends un 10 000 euros en étant étudiante, tu te dis OK, il y a un truc à faire, quoi. Exactement. Il y a un truc à faire. Et surtout, il y a un truc à faire. Et pourquoi j'ai continué les lancements, après, ça va répondre à ta question, c'est parce que je me suis rendu compte que quand tu crées un produit, tu le crées une fois, et puis tu le revends autant de fois que tu veux, à autant de personnes que tu veux. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était possible de multiplier mes revenus sans démultiplier mon temps. Et alors, c'était beaucoup de travail, hein. Je veux dire, le temps de me mettre en place, maintenant, je sais comment créer une formation sans y passer 4 mois, tu vois. Mais avant, je passais 2 mois sur la création d'une formation ou 1 mois full entier où j'étais vraiment focus que sur ça, etc. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup plus vite parce que j'ai acquis des mécanismes qui sont beaucoup plus efficaces. Donc à ce moment-là, je crée cette formation, je me dis, OK, il y a autre chose à faire parce que il faut que je crée du contenu qui me serve pour les années qui suivent. C'est-à-dire, tout ce que je crée là, c'est pas 100% vrai, parce que je vais t'expliquer pourquoi après, mais tout ce que je crée là doit pouvoir me servir sur toutes les années qui vont suivre. C'est-à-dire, tous les lead magnets que je crée, tous les petits produits, tous les e-books que je vais faire, etc., ils doivent pouvoir me servir dans même d'autres produits quand j'aurai envie de ressortir d'autres produits, etc. Ok. Donc tu le vois plus dans une logique de ça doit être que des petites briques qui doivent toujours s'accumuler, ou alors est-ce que tu le vois dans une logique de c'est des produits qui doivent être evergreen, donc c'est-à-dire qu'ils doivent être toujours vrais quoi qu'il arrive entre guillemets sur les prochaines années, quoi. Alors du coup, ce que je te disais, ça peut pas être 100% toujours vrai, parce que sur tous les réseaux sociaux en plus ça change, mais dans tous les secteurs c'est comme ça, donc tu es obligé de te remettre un petit peu à la page. Evergreen, c'est très très bien, mais il faut mettre en place un système très costaud. Moi, pour l'instant, l'Evergreen, c'est pas la chose sur laquelle je suis la plus efficace. J'ai un défi qui coûte 30 € qui, oui, s'alimente tous les jours. Je reçois des paiements, mais même sans en parler. Mais parce que voilà, j'ai créé un système qui fait que les gens en parlent autour d'eux, etc. Bref, c'est les gens aussi qui me font la pub. Et pour la valeur qu'il y a dedans, 30 € c'est no-brainer. C'est énorme. Franchement, je l'ai pris juste pour regarder par curiosité. J'étais là. Ah ouais. Franchement, ouais, il y a. Et en plus, c'est un super, du coup, comment dire, un super motivateur pour après convertir sur les autres formations. Parce que tu vois le 30 €, tu dis il y a tout ça. Tout à fait. Tu dis, ok, ouais, la formation suivante, elle va être solide, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, donc l'Evergreen, si j'avais vraiment un conseil à donner, ce serait. En fait, ça dépend de ta stratégie, mais l'Evergreen, c'est soit tu as de l'Evergreen sur un petit produit comme je fais, ça sert aux gens à te faire confiance et à mettre leur carte bleue une première fois avec toi, même si pas 100% des acheteurs du défi vont passer à l'achat sur mon offre high ticket, c'est normal et c'est OK. Mais par contre, en fait, les gens ne peuvent pas être déçus avec une offre comme ça. Et quand tu es en Evergreen, ça te permet de faire des petits revenus qui sont insignifiants, qui sont insignifiants par rapport aux charges que j'ai, mais qui permettent de continuer toujours à faire parler de moi et à me faire connaître, et de la bonne manière, puisqu'en fait, c'est très qualitatif. Ou alors, tu as l'Evergreen où tu as un système de prise de rendez-vous, enfin, je sais pas, un classique, une masterclass, une prise de rendez-vous et un système de closing, mais ça demande du temps, de l'énergie, il faut driver les équipes. Un closer, tu peux pas le laisser comme ça, il fait ses ventes de son côté et tu l'appelles une fois par mois et tu lui dis alors, t'en es où, tu vois. Il faut vraiment... J'ai pas reçu de virement Stripe ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. C'est ça. Les gens se rendent pas compte, mais Evergreen, c'est jamais vraiment Evergreen, tu vois. Et je veux qu'on retire le tabou sur oui, mais les revenus passifs, ça n'existe pas. C'est un mythe. Surtout dans le milieu. Oui. Où on est, je veux dire, en digital, avec une grosse création. Je parle du milieu digital. Ça n'existe pas. Il faut tout le temps refaire des lancements, se remettre à la page. Moi, ce que je me rends compte, c'est que les gens ont besoin de nouveautés perpétuelles. Tout le temps, des nouveaux formats, bootcamp ou masterclass ou formation live, ou tu les appelles comme tu veux, c'est les mêmes formats, mais tu les appelles différemment. Et les gens, ils sont friands de ça, en fait.
Et du coup, ça veut dire qu'ils rachètent aussi chez toi, c'est-à-dire C'est ça. ça, tu le mesures au niveau La de tes clients, rétention, ouais. la rétention et surtout la lifetime value de tes clients. J'ai quand même. Alors, je le mesure. J'ai pas le pourcentage, mais je le vois sur Stripe, Ok. les clients, tu sais, combien Mais ils tu- ont mais dépensé c'est- chez moi. ok. Et il y a beaucoup de clients qui dépensent. Euh, alors, le panier moyen, on est à 600. Ok. Et les clients, en général, ils sont aux alentours de 2500 euros. Ouais. Et t'en as qui sont déjà allés à des 5000 euros, 6000 euros, tu vois. Ils ont pris tous mes C'est ce que j'allais produits. dire. Ouais, ça veut dire ils ont tout pris, quoi. Tous mes produits. Sachant que j'étais sur une autre plateforme avant, j'étais sur Podia, maintenant je suis sur System.io. Ok. Donc quand tu regardes un petit peu, même sur Podia, mes débuts, j'avais des gens qui étaient déjà à 3000 euros, tu vois. Ça m'intéresse. Pourquoi le changement? Parce que Podia est trop limité en termes de ce que tu peux faire. Aujourd'hui, ils améliorent leurs produits, c'est bien, mais moi, il y a 2 ans, Ok. j'étais trop limité. L'envoi de mails, etc., le CRM, c'était pas ultra efficace. Tu pouvais pas ajouter de tags, tu pouvais pas faire des tunnels de vente. C'est vraiment des pages de vente très basiques Ok. avec une interface qui est cool. Mais par exemple, Antoine BM l'utilise et il a l'air de s'en réjouir. Mais c'est vrai que moi, pour là où je voulais aller, Ok. c'était vraiment pas du tout suffisant. Et là, qui explose un petit peu, Go High Level, est-ce que c'est quelque chose que tu as creusé ou... On m'en a parlé. Le prix, déjà, il est quand même Ouais, c'est un peu plus assez positif. élevé. Ouais. Donc, on n'est pas sur le même prix que System.io. Mais Du coup, juste pour quand même, peut-être, Oui. on fait pas mal d'abréviations, mais donc System.io, je te laisse le présenter. c'est un logiciel CRM qui permet d'héberger sa formation et à la fois d'avoir sa liste email dessus, Ouais. créer tous ces tunnels de vente, ajouter des tags, créer une communauté aussi. Voilà, c'est vraiment moi, je voulais le tout en un pour pas avoir 10 000 logiciels. Et System.io au niveau rapport qualité-prix, Ouais, ok. qui est en plus un logiciel français. Ok, je savais pas ça. Ouais, ça, je préfère. Ok. Parce que Go High Level, c'est encore US, Ouais. comme ClickFunnels. ClickFunnels, voilà. Enfin, c'est pour moi déjà là, ça commence à être une usine à gaz, tu vois, chez moi. Mais alors Go High Level et ClickFunnels, j'imagine même pas le niveau. Ouais, Il doit être encore plus haut. c'est Quoi. d'autres logiciels où là, il y a vraiment tout Oui. dedans. Tu payes un seul abonnement et tu as absolument tout. Oui. Et quand je dis tout, c'est beaucoup de choses dont tu n'as Mm. pas forcément besoin Oui. aussi, mais qui sont intéressants. Ok, ça marche. Je prends les retours quand même aussi. Quoi, tu veux. Bah attends, je suis quand même entrepreneur. Ça va faire aussi bientôt 2 ans que je crée du contenu sur le multipreneuriat, Trop bien. sans jamais le monétiser jusqu'à maintenant. Non, c'est vrai. Ouais. Oh, Ouais, quel piètre. Ouais, je sais. Débutant. Va falloir que t'achètes ma Ouais, formation. bien sûr, il va falloir que j'achète ta formation. Non, c'est clair en vrai, parce que c'est vrai que moi je viens du coup plus brick and mortar et d'autres activités différentes, mais j'ai jamais monétisé sur de la formation en ligne, du moins. Et là, bah, forcément, tu sens l'attraction, tu connais, tu sens de l'attraction sur quand tu commences à constituer une audience. Et du coup, bah, quand même, je suis entrepreneur, donc on va monétiser tout ça. Et moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai trois types d'audience, mais on n'est pas là pour parler de moi. Non, mais ça Mais, m'intéresse. ça Mais, t'intéresse, enfin, ouais, ça mais Aujourd'hui, moi, il y a un tiers, c'est vraiment des entrepreneurs, donc des personnes, tu sais, qui veulent se lancer et qui n'ont pas passé le cap. Un tiers, c'est des entrepreneurs qui ont déjà une activité, qui ont leur poste de CEO et qui veulent sortir de l'opérationnel pour lancer une autre activité, diversifier ça. Et un tiers où c'est déjà des multipreneurs qui ont différentes sociétés et qui veulent juste aller plus loin en se structurant, en se développant, etc. c'est génial parce que t'as de tout, mais à la fois très compliqué à monétiser en fait. Bah, en vrai, pour moi, comme je le vois, d'ailleurs, c'est cool. Ouais, je me prends un consulting là, les amis, direct, c'est trop bien. J'avais pas du tout prévu. Je pensais petit produit pour les entrepreneurs. Ouais. Un peu choisir son idée, pourquoi celle-là, pas une autre. Quand on a 1000 idées, laquelle faire, tu vois. Les entrepreneurs, là, soit du un peu plus high ticket, mix formation, accompagnement sur, OK, quel est ton cas précis, puisque chaque entrepreneur, tu vois, est différent par rapport à la structure de sa société, etc. Un format global quand même pour passer à l'échelle. Et le format le plus naturel pour les multipreneurs, après, c'est le mastermind. Et donc, puisque là, ce que tu cherches, c'est de la structuration du réseau pour aller plus loin. Quoi. Mais donc, beaucoup en vrai, plus à étiquette, ouais. Bah là, on est sur quelque chose de plus costaud. Et avec, bien sûr, pas les mêmes services dedans et même expérience. Quoi. Oui. On est d'accord. Voilà. Ouais. Un petit plan de C'est exactement ce que je voyais.
Ok. Parce que c'est ce qui fait le plus sens. Et évidemment, quand on a une audience, et même ça peut servir à ceux qui nous écoutent, mais quand on a une audience qui est assez disparate comme ça, alors moi j'ai deux types d'audience. J'ai vraiment ceux qui se lancent et qui font moins de... Oula. Ceux qui se lancent et qui font moins de 3 000 € par mois et qui veulent aller chercher plus, donc qui galèrent un petit peu, parce que, qu'on se le dise, hein, quand tu fais moins de 3 000, que tu as des enfants à élever, que tu as les charges, etc., que tu es entrepreneur, tu travailles 80 heures semaine, en vrai, tu gagnes pas bien ta vie, parce que les gens se rendent pas compte, mais les entrepreneurs bossent beaucoup. Et j'ai une audience de personnes qui, justement, gagnent... mais ça dépend, c'est pas les deux, je sais pas, de 15 à 100 K par mois, tu vois. Et ces gens-là peuvent avoir besoin ont besoin aussi d'offres. De toute façon, t'as toujours besoin de coaching, d'accompagnement à n'importe quelle étape. Et du coup, moi, j'ai deux audiences, mais c'est la continuité l'une de l'autre. C'est-à-dire, à partir du moment où les gens rentrent dans mon funnel, ils sont à moins de 3K. S'ils arrivent à aller au-delà de 10, 15K, et ben après, ils peuvent continuer avec moi, tu vois. Alors que toi, c'est quand même des audiences... En vrai, moi, c'est la continuité aussi. Ouais, si, c'est vrai. Parce que tu te lances, tu développes ta première activité. Au bout d'un moment, parce que tu as un profil, il y a quand même, tu vois, un cœur de cible qui est de j'ai plein d'idées, je veux faire plein de choses. Qui est le multipreneur, quoi. Voilà. Tu vois, Alice, par exemple, qui fait plein de choses. Enfin, c'est le profil type de, voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. On peut parler de focus, on peut parler de ce qu'on veut, mais moi, faire une seule activité, c'est impossible. Point, tu vois, il n'y a même pas de, même pas de débat, quoi. Donc, en fait, la question, c'est comment faire, par contre, pour pas se casser la gueule entre... Moi, j'aime beaucoup, tu sais, l'idée des assiettes chinoises. Quand tu lances un premier projet, tu fais tourner ta première assiette. Déjà, tu dois apprendre à faire tourner cette assiette, c'est déjà... Voilà. Mais une fois que celle-là tourne, tu dois passer à la deuxième. Et tout le challenge est de la lancer sans que celle-là tourne. Et c'est ça, tu vois, le multipreneuriat. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Bien l'image. Qui me capte bien, quoi. Mais on n'est pas là pour parler de ça. J'ai un podcast pour ça. On mettra le lien aussi, vous inquiétez pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, tu en as parlé, là, tu as dit, j'ai 2 formations. Donc, est-ce que quand tu les as créées, ces formations et ces produits différents, tu l'as fait par rapport à ton audience, justement parce que tu avais repéré une audience distincte qui avait des problématiques différentes? Ou alors, pareil, c'est toi, tu t'es dit, je sais pas, je veux avoir un produit plus high ticket. Comment ça s'est construit, tu vois, sur cette partie monétisation? Déjà, en tant que copywriter de base, à la base, je pars toujours de la douleur client. C'est-à-dire, je crée jamais un produit si je sais pas que ça va plaire à l'audience. Et il y en a plein qui diraient même, faut vendre le produit avant de l'avoir créé. Moi, je suis pas fan de ce concept-là parce que j'ai envie que les gens, quand ils arrivent, ils aient le truc instantanément, tu vois, genre gratification instantanée, j'achète, j'ai accès instantanément au produit. Ça peut frustrer beaucoup de gens, tu vois, de pas y avoir accès tout de suite, mais c'est peut-être une croyance limitante. Mais peu importe, ou alors je le co-crée avec eux, c'est-à-dire que pendant que je suis en train de le créer, ils me donnent leur retour, etc. Mais j'ai un peu du mal avec la notion de faire payer avant que ce soit prêt. Donc du coup... Et en même temps, je te coupe, mais c'est parce que aussi... Comme tu l'as dit, tu as énormément de feedback. Ouais. Donc aussi, tu sais de quoi les personnes ils ont besoin. Tu serais quelqu'un qui n'a pas du tout d'audience aujourd'hui ou qui n'a pas ces retours-là. C'est vrai qu'il vaut mieux valider, entre guillemets, son concept, son marché, son produit. Et du coup, justement, vendre avant de créer. Mais toi, tu as déjà ces informations, et dès le début, tu l'as dit, tu as commencé à créer, tu avais déjà ces feedbacks. Et je suppose que tu continues de les avoir parce que maintenant, tu as une communauté qui est énorme. Donc ça, c'est aussi un avantage, c'est que tu as de plus en plus de feedback. Donc, tu sais aussi sur quoi piocher, appuyer. Très engagé. Là, le dernier produit que je suis en train de créer, j'ai demandé, je leur ai dit, voilà, vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente, entre guillemets, bêta builder. En fait, je fais du building public avec vous sur mon nouveau produit. Je vous dis ce que je vais y mettre, ce qu'il va y avoir, etc. Vous me faites tous vos retours. Et je sais pas, en 2 jours, j'ai eu 350 personnes qui se sont inscrites. Et j'ai 50 mails par jour à traiter pour qu'ils me disent, OK, là, je vois ça, là, je vois ça, là, je vois ça. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont réalisables, d'autres non. Mais j'ai tout servi sur un plateau d'argent. J'ai plus besoin de réfléchir, qu'est-ce qu'il leur faut, et machin. C'est vraiment très limpide. Et en plus, le fait que je connaisse ma cible maintenant, moi, ça m'a permis déjà de réaliser un squelette en amont, tu vois. Et les gens, après, ils m'ont juste dit ce qu'ils voulaient. Et donc, quand tu arrives à ce niveau-là, tu vois, tu te dis, OK. Donc maintenant, c'est plutôt comment je m'organise pour aller plus vite, etc., pour être plus efficace. Mais ça, on en parlera après. Mais monétiser une offre, c'est vraiment connaître son persona par cœur et surtout
connaître ses besoins et ses douleurs. C'est-à-dire, les gens disent oui, mais donc ça veut dire que quand tu vends, t'appuies sur les douleurs. Oui, mais en fait, les gens sortiront pas la carte bleue pour quelque chose qu'ils estiment dont ils n'ont pas besoin, en fait. Quand tu fais un achat compulsif, il y a une douleur en toi. C'est involontaire, tu le ressens pas. Mais tu as une douleur en toi quand tu vas dans les magasins et que tu achètes une paire de chaussures. T'en as pas besoin de cette paire de chaussures, en vrai. Mais il y a un truc en toi qui fait que t'as besoin de l'acheter, sinon ton statut social va peut-être être moins élevé. Ou, cette paire de talons, tu l'as pas en cette couleur et ça irait bien avec telle robe. Et en fait, c'est ça dans tous les comportements d'achat. Et moi, je préfère du coup faire une formation qui, oui, traite une douleur parce que je vais t'apporter une solution et après, tu vas réussir à mettre un pansement sur la douleur et aller de l'avant. Plutôt que tu restes un peu dans ton bain de sang comme ça et puis que tu bouges pas et puis parce que en fait, tu sais pas quoi faire et tu gagnes pas ta vie et tu galères et tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est très, très propre comme réflexion. J'aime beaucoup. Et ça, tu vois, je trouve ça ultra intéressant aussi que tu aies partagé ça. Et effectivement, c'est très bien fait. Je suis aussi sur sur ce pré-lancement parce qu'on se rend pas compte aussi du travail qui se passe en amont du lancement. Là, c'est un lancement que tu vas faire, je sais pas, dans quelques semaines, 3 semaines maintenant, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Là, tu es déjà t'as déjà en fait commencé à échanger, à préparer ce lancement avec ta communauté avant même le lancement, quoi. Oui. Et je suppose que tu avais commencé à travailler dessus entre le moment où tu as eu l'idée de partir là-dessus et maintenant. Ça a mis combien de temps à peu près ? J'ai brainstormé beaucoup. Après, j'ai demandé l'avis à des amis entrepreneurs, j'ai demandé l'avis à des clients pour voir si mon idée elle était viable. Et en fait, il y a eu des ajustements à faire. Heureusement que je suis pas partie sur mon idée. Enfin, de base, l'idée était à peu près similaire, mais les gens sont venus rajouter des petites briques à chaque fois. Tu peux donner, par exemple, tu vois, l'idée de base, c'était quoi et où c'est que tu arrives, justement, qu'on se rend compte un peu, tu vois, de ce que c'est, quoi, concrètement. À la base, je voulais faire, tu vois, une formation sur comment créer, en fait, sa formation en ligne, puisque, du coup, avec les formations en ligne, j'ai généré plus de 600 000 euros en 2 ans, tu vois. Donc, j'imagine que je suis un tout petit peu légitime pour expliquer comment on fait. Voilà, comme ça. Tout petit peu. Et donc, au début, voilà, je voulais vraiment une formation pour t'aider à créer ce produit-là. Sauf que les gens m'ont dit, ouais, mais t'as déjà un produit où t'es déjà disponible, donc faut faire attention, faudrait peut-être plus un produit où les gens sont plus en autonomie, toujours avec une communauté. Mais comme mon défi, en fait, je suis dans la communauté si jamais il y a une urgence, mais j'ai aucune obligation d'intervenir. Okay. Donc, je hype mes membres, etc., parce que je sais qu'ils aiment bien et moi, je vais voir leur victoire, je vois comment ils avancent, etc. Mais en fait, on m'a dit, voilà, il te faut un produit où non, t'es pas vraiment dans l'accompagnement, t'es pas dans le conseil, t'es vraiment dans la formation en ligne, comme tu faisais au début. Et tu vois, en fait, à ajuster les trucs, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas con parce que être à fond sur 2 produits en même temps, en plus des produits qui n'ont pas de fin, tu vois, si cette formation-là, je la mets en milieu de gamme, tu vois, mon défi il a 30, mon étiquette il a 3000, si cette formation je la mets au milieu entre 5 et 800, j'en sais rien, et en fait je peux pas accompagner les gens à vie, tu vois, et être là, voilà, toujours derrière eux, etc. Et donc heureusement que j'ai fait part de ces problématiques-là à mes amis et à mes clients. Et du coup, j'ai pu, avant le lancement, tu vois, avant d'annoncer quoi que ce soit et de monter sur mes grands chevaux, vraiment régler le truc et dire, OK, là, je lance ça comme ça. Si vous êtes intéressé, il y a cette liste. Vous pouvez m'aider à créer l'offre. Vous l'aurez avant tout le monde à un prix réduit et en échange de votre aide, quoi. C'est propre. Et ouais, c'est vraiment très intéressant comme tu as construit ça et comme tu dis, là, tu es déjà dans du multipreneuriat, hein, même si tu es sur tu penses. En vrai, c'est des business units différentes, mais c'est des produits différents, mais tu as quand même des business models, enfin, c'est pas des business models, mais des services différents. Là. Mais tu as quand même les mêmes problématiques de comment je m'organise entre mes différentes activités, tu vois, mes différents produits. Et bon, tu t'y approches petit à petit. Et sur le multipreneuriat, d'ailleurs, j'aimerais bien faire la parenthèse, parce que je l'ai dit Enfin, j'ai fait un post LinkedIn dessus, mais pas tout le monde l'a vu forcément. Et j'en ai jamais parlé sur un podcast. Okay. Exclusivité. Oui. Dans 3, 2, J'avais une deuxième boîte. Oh. Ouais, j'avais ouvert une deuxième boîte qui s'appelait Bemeo.
BMR, BMO, vraiment aucun. Voilà. Merci Nemlix ou ChatGPT pour la proposition. Non, c'était mon cerveau. J'aurais peut-être dû demander plus à ChatGPT. Il m'aurait donné de meilleures idées. J'avais ouvert une boîte pour faire la vente sur Amazon, FBA. Ok. Donc, tu achètes des produits, tu les sources. En l'occurrence, c'est en Chine ou en Asie. Enfin, bref, en Asie, en global. Et tu les revends sur la marketplace Amazon. J'avais tout sourcé, j'avais fait appel, donc là j'avais sourcé en Chine, j'avais vraiment mis du temps, mis de l'énergie, mis de l'argent, je sais pas, dans ce projet, entre la création de la boîte et l'achat de la marchandise, j'avais dû mettre plus de 10 000 balles, Ok. et plus le temps que j'ai passé, parce qu'il faut toutes les TVA pour pouvoir vendre dans les autres pays, etc. Bref, c'était un enfer, et à ce moment-là, c'était quand ma boîte avait explosé, genre j'avais fait mon mois record à 100 000 euros en un seul mois, enfin bref, j'avais explosé et du coup je me suis dit trop bien, c'est trop facile l'entrepreneuriat, hop, allez j'ouvre une deuxième boîte, tu vois, parce que maintenant j'ai envie de faire fructifier autre Bien part. sûr. Et en fait, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que plus tu fais du chiffre d'affaires, plus t'as d'emmerde, entre guillemets, parce que t'as des coûts opérationnels qui augmentent, t'as plus de clients, donc t'as potentiellement plus de litiges à gérer, t'as plus de demandes, et donc tu dois être encore plus présent dans ton business, tu vois. Ouh là là, quelle erreur je n'ai pas faite d'ouvrir cette deuxième boîte, et j'ai voulu m'accrocher. Après, j'ai vu que c'était trop compliqué. Ma comptable, elle me disait, va falloir faire un truc parce que vous perdez de l'argent. C'était rien, je perdais 200, 300 euros par mois avec les outils et tout. Mais elle me dit, ça sert à rien. Enfin, vous êtes en train de perdre de l'argent depuis plusieurs mois. Et du coup, j'ai fermé la boîte parce que j'étais pas capable de gérer les deux. Je sentais que c'était too much, quoi. Et en tout cas, là au moment où j'en étais avec ma boîte, c'est pas gérable. Ok. Écoute, ça m'intéresse parce que là, on prend une grosse partie, mais je pense que c'est intéressant par rapport à ton expertise, puisque toi, tu as vraiment réussi à monétiser tout ça. J'ai deux questions encore sur la monétisation, après on part sur autre chose. Est-ce que au final, j'ai un peu la réponse, mais tu as monétisé que par de la monétisation directe de ton audience, c'est-à-dire que ton audience, au final, c'est quand même des leads, tu vois, auxquels tu vends des formations, des produits digitaux, ou est-ce que tu as d'autres business qui ont découlé de ton audience, de ta création de contenu, sans que ça soit directement vendu comme ça? Alors, à la base, c'était de la vente directe, et après, ce qui en a découlé, c'est l'influence. Donc, t'as des abonnés, t'es vu par plus de monde, t'as des agences qui viennent vers toi, et puis après, tu fais des posts sponsorisés, etc. Là, j'ai arrêté j'en fais vraiment occasionnellement si la marque me plaît, etc. Mais sinon, c'est beaucoup d'énergie, encore une fois, on se rend pas compte, mais c'est énormément d'énergie, les allers-retours avec les marques, les contrats à signer, bref, il y a énormément de choses à penser. Je sais pas, l'année dernière, j'ai dû faire 30 ou 40 000 euros de sponsor sur mes réseaux. Voilà. Okay. Et alors, je sais pas si tu le mets de la monétisation ou pas, mais tu vas monétiser une autre chose qui sort bientôt, en septembre. Ouais. Puisque tu vas sortir un livre aussi. Ouais. Donc, est-ce que ça, tu le vois comme de la monétisation ou alors pas du tout? Parce que on sait que sur un livre, tu vas pas toucher grand-chose. Et donc, pour toi, est-ce que c'est plus, tu vois, une logique de branding ou alors c'est juste un kiff perso de se faire un bouquin ou, tu vois, parle-nous un peu de ça aussi. Déjà de ce livre, qu'est-ce que ça va être? Ouais. Et parce qu'on t'attend peut-être sur de la création de contenu, peut-être que ça sera pas du tout ça, tu vois. On sait pas. Mystère. Non, ouais, ce sera sur de la création de contenu. Faites de vos réseaux sociaux une machine à cash. C'est un peu mon mantra. J'adore cette punchline, j'adore cette phrase. Et je trouve qu'elle me représente bien avec mon rouge un peu pétard, tu vois. Vraiment, j'adore. Et dans ce livre-là, je parle de certaines anecdotes, même de ma vie perso, que je transpose aussi au livre, où j'explique pourquoi j'en suis là, pourquoi j'ai fait certaines choses dans ma vie, mais je parle beaucoup de mes parents, je parle beaucoup de moi, et en même temps, voilà, je donne vraiment tout ce cheminement business sur de 0 à 10, comment aller chercher... t'es à 0, tu connais même pas ton persona, comment tu fais pour connaître ton persona, jusqu'à créer ton offre, et entre-temps, comment la monétiser sur tes réseaux sociaux. Et les différents réseaux, on a LinkedIn, TikTok et Instagram. Donc, tu as du format vidéo, tu as du format écrit, voilà. Et en fait, dans ce livre, j'ai mis
presque tout mon savoir en fait. Enfin, vraiment, à part les conseils personnalisés que je peux pas transposer dans un livre, mais sinon j'ai mis tout mon savoir T'as pas fait à d'effort. moins de 20 balles. Ouais, j'ai pas fait d'effort. Il aurait fallu que je mette une vidéo personnalisée pour chaque personne avec des QR codes. Donc à moins de 20 balles, tu vois, je me dis, c'était surtout pour donner accès au maximum de personnes à mes connaissances. Parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a 500, 1000, 3000 euros à mettre dans des formations. Et je voulais en fait que ce soit accessible et aussi de me faire un kiff perso, quoi, de dire, tu sais, c'est dans ta to-do list, dans ta bucket list de la vie, genre faire un saut en parachute, écrire un livre, ben celle-là, elle est cochée. Et ça t'a mis combien de temps pour l'écrire? C'était horrible l'écriture de mon livre. Horrible. Horrible parce que c'était du technique. Donc c'est très difficile de faire en sorte que le technique soit buvable. Très compliqué, hein, vraiment. Waouh. Et surtout, le syndrome un petit peu de l'expert en disant ouais, mais ce que je raconte là, c'est basique ou c'est nul. C'est dur, ça. Ouais. Donc ça a été long. Enfin, ça a été long. J'ai mis, comparé à mon ami Harmonie qui met 2 mois à écrire un livre. C'est un vrai délire. Non, mais et puis c'est vachement bien écrit surtout. Moi, j'ai mis 8 mois à l'écrire, tu vois. J'avais 6 mois pour l'écrire avec la maison d'édition. Et puis après, il y a eu des ajustements, des retours à faire. Donc, je suis repartie dessus. Donc, ouais, 8 mois, presque 1 an. Enfin, le temps de faire un bébé, quoi, pour écrire un livre. Tu vois, c'est mon bébé, en fait, mon livre, tu vois, finalement. Mais ça a été très très difficile, vraiment. J'ai pas kiffé écrire mon livre. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Mais peut-être qu'un deuxième sera plus. Tu vois, bah oui, t'as raison, le premier il était triste. J'adore. Ah, ça m'a fait tellement mal d'écrire ce bouquin. Je vais en écrire un deuxième, je pense, pour voir, juste comparer. Comparer si ça sera plus facile. Ouais, non, mais t'as raison, il faut. Oui, il faut. Du coup, grosse inspiration par Hormozy, peut-être pour le côté technique et en même temps storytelling. Parce que franchement, ces bouquins sont quand même incroyables. Enfin, on peut pas. Je suis pas à son niveau, mais franchement, incroyable. Surtout la partie création de l'offre pour l'instant. Il faut du temps. Attends, laissez-moi le temps. Il faut la partie création de l'offre, je me suis beaucoup inspirée de lui puisque je trouve que c'est criant de vérité et que franchement c'est incroyable, mais sinon ouais, même sa façon d'écrire impressionnant. Si vous n'avez pas lu Hormozy, lisez Hormozy. Ouais, c'est clair, c'est très très fort. Ok, est-ce que tu as autre chose que tu veux me dire sur la monétisation ou on passe à une nouvelle? On peut passer à un autre canard. Un autre canard, exactement. Je dois le pêcher. Tu dois pêcher l'autre canard. On y va. Niveau haut, t'es bon? Ouais, niveau haut, tout est bon. Je vais juste, hop, je vais pas casser le décor, enfin le matériel. T'inquiète. Je vais prendre le... Non, tu peux prendre que ceux au sol, je suis désolé. Sinon, ça va te donner des... En fait, on a facilité le truc, mais c'est vrai que... Tu fais bien de me le dire. Ouais. Bon, après, en vrai, franchement, je t'aurais dit que c'était... Oui, et ben c'est effectivement ce truc-là. Zéro. Voilà. Donc, on parle de rien. Là, ils ont tous un numéro, justement, j'ai anticipé. Ils ont quand même tous un numéro différent. Ouais, au cas où. Au cas où. Dans le doute. Et en vrai, voilà, t'aurais balancé, tu vois, peut-être le 9, je t'aurais dit... le numéro 2. Okay. Ce qui était pas prévu, mais j'aurais meublé. En vrai, j'aurais meublé. Donc le 2. Le 2. On a le 2, le 3. Et du coup, il y a 3 parties, donc j'imagine bien que c'est le 5, le dernier. Franchement, exactement. Vraiment, c'est bien. Formation sur les maths. Vraiment, lance ça quand tu veux. J'étais très nulle en maths. Ouais, ça va maintenant, niveau chiffres, t'arrives. Oui, ça va. J'ai pas eu le choix, hein, disons. C'est clair. Voilà, donc si vous voulez apprendre les maths, lancez un business, faites des chiffres et comme ça vous serez obligé de gérer vos calculs de TVA, tout ça, de rentabilité et autres. C'est vraiment intéressant. Du coup, tu veux vraiment pas parler de toi tout de suite, donc ok, pas de souci, on va parler sur l'organisation. on a vraiment bien fait de te présenter quand même dans le doute au début. Oui, parce que t'imagines, l'entrée en matière, mais c'est qui celle-là en fait? C'est clair. Ouais, on a oublié de dire, t'es quand même suivi par plus d'1 million de personnes. Ouais, exactement. Ouais. C'est un détail que j'oublie vachement les gens mettent le point dessus. Pour moi, c'est pas... C'est pas important, mais je veux dire, je pense que ça légitimise et surtout, tu vois, ça donne vraiment la logique de, tu vois, par exemple, là, on est dans le magnifique studio Nextel à Montpellier, c'est quand même à peu près 3 fois la ville, quoi. Oui, c'est vrai, exactement. Et si on le fait différemment, tu vois, on peut le faire différemment, c'est à peu près 15 fois le Stade de France. C'est exactement ce que je remplirais si je devais faire une apparition au Stade de France, évidemment. Est-ce que dans ta bucket list, il n'y aurait pas ça de... Arrête, ne me donne pas des idées farfelues encore à rajouter, parce que... Je dis ça, mais Mohamed Bouclé,
Oui. il fait quand même. Oui, c'est vrai, exact. Bien bientôt. Oui. Donc franchement, balèze, tu vois, Ouais. dans la logique. Bravo à lui, big up. Ouais, vraiment. très très solide, très très solide ce qu'il a fait. Mais en même temps, c'est incroyable. Il a avec ses masterclass toutes les semaines là, Oui. faut tenir quoi. Enfin, Ouais. il mérite aussi ce qui. On mérite souvent ce qu'on arrive d'avoir. Ouais. Il y a pas trop de doute là-dessus. Écoute, organisation du coup, parce que tu vois, c'est aussi un des éléments. Tu fais, t'as 1 million d'abonnés en cumulé, c'est-à-dire que tu gères 3 réseaux sociaux, tu gères plein de formations. Tu crées du contenu, ça prend quand même du temps. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir la création de contenu d'un point de vue technique et, tu vois, organisation globale. C'est-à-dire, comment tu fais pour réussir à créer autant de contenu? Donc, est-ce que tu utilises des outils, des techniques? Est-ce que tu as des formats, tu vois, des hooks spéciaux? Est-ce que tu as des formats spéciaux que tu utilises et au moins ça va plus vite? Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu sous-traites une partie? Comment ça s'organise? Alors, à mes débuts, je vais te faire chronologiquement, Vas-y. comme ça les gens vont pouvoir s'identifier aussi chaque étape dans laquelle ils sont. Au début, je crée du contenu moi-même et je mettais entre 2h30 et 3h par post. Donc je me levais à 7h pour pouvoir écrire un post qui sortirait à 10h le matin. Pas mal. Voilà. J'avais que ça à faire. En même temps, j'avais pas de clients, je venais de démarrer. Donc il n'y a pas de secret. C'est juste, je regardais un petit peu les posts qui étaient traités. Je voyais que il fallait parler des douleurs de ses clients, qu'il fallait parler de donner des conseils, des astuces, de soi aussi. Donc c'est ce que je faisais. Voilà. Au début, c'est classique. Ensuite, j'ai commencé à écrire des posts en 1 heure. Puis après en 30 minutes, puis maintenant en 10 minutes. Entre-temps, il n'y a rien qu'à changer. C'est juste le fait de créer du contenu qui a fait que j'ai masterisé la création de contenu, j'ai masterisé le fait d'écrire, de comprendre ce qui marche pas, parce que j'avais testé plein de choses sur mon compte, des trucs qui marchaient, d'autres qui floppaient total, et j'ai pu en fait analyser tout ça, toutes ces données, et analyser les données des autres, et me dire, ok, maintenant je sais ce qui marche, je sais comment il faut faire et ce qu'il faut écrire. Donc, aucune baguette magique. J'ai pas envie de vendre du rêve en disant, oui, tu prends l'IA, tu lui donnes un mot, il va te sortir un post de LinkedIn de fou, ou une vidéo Instagram de fou. Non, c'est juste répétition. Et ensuite, j'ai commencé du coup à déléguer. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est complètement con de déléguer alors que tu mets 10 minutes pour écrire un post. T'as délégué, c'est-à-dire que, parce qu'avec ton expérience, t'as quand même réussi à créer des templates, que tu utilises après dans des prompts, ce genre de choses pour aller quand même plus vite dans ta création de contenu. Est-ce que tu as délégué avant ça ou non? Enfin, tu vois, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai sorti des templates, c'était plus pour mes clients parce que moi, j'en avais pas vraiment besoin, même si ça peut être hyper intéressant de les utiliser. Je les ai vraiment sortis plus pour mes clients, leur faciliter la tâche et qu'ils aient vraiment du clé en main. J'aime bien donner du clé en main aux gens qui viennent chez moi parce qu'au moins... Mais parce que toi, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu écris un post, si tu écris un post, on va peut-être le voir après, peut-être que tu n'écris plus, mais on verra. Tu le fais quand même naturellement ou non, tu le passes quand même dans un de tes prompts pour aller plus vite? 0 prompt. C'est vraiment, là, j'ai une idée. Tu me laisses 5 minutes, le post, il est écrit, il est publié. Et tu sais comment, en fait, tu as tellement l'habitude que ta structure, elle est bam, bam, bam. Ah ouais. Il n'y a plus vraiment de secret maintenant, c'est vraiment la répétition. C'est comme un joueur de foot. Enfin, tu lui demandes de tirer un penalty, tu sais qu'il va pas rater les cages, quoi. À part si vraiment il essaie de faire un truc un peu bizarre. Des sujets sensibles pour certains des auditeurs sur les penalties ratés. On va pas trop, voilà, mais. Je suis pas le foot, donc bien, je n'y connais rien. Mais c'est juste pour te dire que voilà, l'idée c'est vraiment la répétition. Aujourd'hui, j'écris plus mes posts pas parce que j'ai la flemme ou parce que quelqu'un d'autre le fait mieux que moi ou parce que je mets trop de temps, parce que je pourrais le faire, tu vois, je sais pas, j'écris 5 posts par semaine, ça fait 1 par jour du lundi au vendredi. En moins d'1 heure, c'est réglé. Vraiment, l'histoire est bouclée, on n'en parle plus, ils sont programmés, machin. Mais en fait, c'est 4 heures par mois que j'achète à quelqu'un d'autre qui prend de son temps. C'est de la charge mentale que j'achète. C'est-à-dire, je sais que je pourrais le faire moi-même, mais je préfère que quelqu'un qui le fait aussi bien que moi, voire mieux que moi, le fasse et prenne ce créneau-là dans son agenda à elle. Moi, j'ai pas besoin d'y penser, en fait. J'ai pas besoin de me dire, ah oui, là, il faut que je crée mes posts, et là, machin. En fait, si tu fais ça sur plusieurs petits
tâche journalière, tu verras que tu arrives facile à 3-4 heures peut-être de dégager par semaine, mais 3-4 heures sans penser qu'il y a ton cerveau qui réfléchit aussi à ces tâches. Tiens, un peu en background, genre tu t'en rends pas vraiment compte, mais ton cerveau il réfléchit. Et donc vraiment, au-delà du temps qui est économisé, c'est vraiment de l'énergie et de la charge mentale qui disparaît. Et ça, c'est génial. Parce que vraiment, quand tu commences à déléguer, après, tu deviens accro surtout à ça. Mais tu le fais ça, du coup, surtout sur ta création de post LinkedIn. Mm-hmm. Tu fais quand même des vidéos aussi. Oui. Ça, c'est un peu dur de déléguer toi devant la caméra. Ouais. Donc aujourd'hui, comment tu t'organises aussi sur cet aspect-là? Tu vois, on a beaucoup parlé de LinkedIn, mais tu as quand même aussi une large audience vidéo aussi quand même, qui est assez énorme. Hein. Ouais. Donc comment aussi parce que tu fais... c'est quoi? T'as quel rythme de vidéo? T'as peut-être changé 3 par semaine, là. Semaine. Ouais, avant, t'étais sur du... Au tout début, t'étais sur du... 1 par jour, voire 2 par jour, des fois. Ouais. Et après, t'as écrémé une fois que ça a un peu pété, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, comment tu fais là pour avoir ce rythme-là de création de contenu? Bah, je délègue le montage de mes vidéos, mais évidemment, c'est moi devant la caméra, donc je n'ai pas le choix que de créer ce contenu-là. Donc le contenu, c'est très simple. Je suis assez à l'aise face à la caméra à force de passer sur des podcasts, de créer des vidéos. Voilà, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Et tu vois, les vidéos format podcast où t'as que toi en fait devant et t'es vraiment en plan assez serré. Ces vidéos-là, il suffit que j'ai l'idéation, donc sur l'idéation avec ChatGPT, etc. Je vais beaucoup m'aider. Ça va me prendre peut-être une demi-heure pour scripter 15 idées de contenu. Ok. Et en fait, à partir du moment où c'est juste des idées, j'ai pas besoin de scripter tout le texte. Je parle vraiment en freestyle sur des trucs dont j'ai envie de parler. Et chaque minute fait en rush 3-4 chaque vidéo fait en rush 3-4 minutes. Okay. Donc en fait, en 1 heure de temps, j'ai tourné 15 vidéos. Et du coup, 15 vidéos, ça fait un mois de contenu, quoi. Ok. Très intéressant parce que tu vois, là, tu parles de rush et de raccourcir, bien sûr, pour que ça soit au format des plateformes. Tout à fait. Même si on sait que les plateformes, pas besoin de vous énerver en commentaire, on sait qu'il y en a qui mettent un peu plus long maintenant, etc. Mais tu vois, là, ce qui m'intéresse, puisque nous, c'est quand même aussi ce qu'on fait, comment tu fais pour faire une vidéo qui marche? Est-ce que de la même manière que pour tes posts LinkedIn, c'est-à-dire tu sais quelle tournure de phrase utiliser, quelle accroche, et en fait, tu commences directement, t'enchaînes tes contenus avec ces accroches-là et t'enchaînes? C'est quoi, tu vois, le processus créatif sur cet aspect-là? Alors, il y a des vidéos qui sont faites pour créer un lien et une relation avec mon audience, donc qui ne sont pas destinées à péter. Et il y a d'autres vidéos qui sont là pour qualifier mon audience. Et il y a d'autres vidéos qui sont là vraiment pour un peu buzzer. Okay. Je suis moins sur les vidéos buzzées, puisqu'en fait, j'ai pas besoin de ça. Vraiment, je préfère avoir moins de gens qui regardent mes vidéos, mais une audience plus qualifiée. Ouais. Parce que quand tu commences à buzzer sur les réseaux sociaux, c'est ce que disait Antoine Forest de la méthode Antoine. Il disait, en fait, TikTok et Instagram, quoique plus TikTok, mais si tu veux vraiment percer, il faut faire du contenu un peu plus taclique, buzz, bad buzz. Et donc, c'est pas intéressant, en fait, pour monétiser une audience derrière. Donc en fait, je pars plus sur des vidéos avec un hook qui retiennent l'attention, qui donne envie de rester et qui donne envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si tu devais faire par exemple là juste justement un Reels, tu vois, avec un hook, pour justement introduire peut-être cet épisode de podcast, tu ferais quoi? T'es malin toi. Après tu vas me mettre en cross-post sur Instagram. Quand même, on connaît notre métier quand même. Qu'est-ce que je dirais? Je pense que je parlerai de l'âge et du chiffre d'affaires que j'ai généré, puisque c'est ce que les gens, c'est ce pourquoi les gens vont avoir aussi peut-être envie de m'écouter, tu vois. Okay. Ou le nombre d'abonnés que j'ai fait. Et je peux très bien dire, tu vois, moi sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à 22 ans, j'y connaissais rien du tout. Et 2 ans après, j'ai généré plus de 600 000 € et j'ai fait plus d'1,2 million d'abonnés. Et j'étais pas du tout prédestinée à ça. J'avais rien de plus que les autres. Je me suis juste beaucoup plus donné à fond. Et j'ai mis mon ego de côté. Et je pense que ça fait mal aux gens aussi, de devoir mettre leur ego de côté. Voilà, t'as ta phrase. Incroyable, la masterclass. Ta phrase d'intro. C'est balèze. Et ok, ouais, donc là, on voit que t'as pris... non, je vais pas interpréter. C'est quoi là, du coup, que t'as utilisé? Comment t'as construit, tu vois, ce Reels-là? Je vais un peu piquer dans l'ego.
Tu vois, Ok. tiens, faut mettre son ego de côté. Je dis aussi que j'ai commencé quand j'étais jeune et que ça m'a pas empêché de faire X milliers d'euros et de faire X millions d'abonnés. Et en fait, c'est assez suffisant pour que les gens aient envie de se dire « Ah ouais, j'ai peut-être quelque chose à apprendre de cette meuf. » Ou alors, à l'inverse, mais pour qui elle se prend, je vais tout regarder puisqu'elle dit peut-être beaucoup de la merde. Mhm. Tu vois ? Donc tu parles d'ego et en même temps tu touches l'ego aussi des ouais. personnes qui touchent, quoi. Mm. Intéressant. Et après, quand tu déroules en mettant quand même un petit peu de suspense, tu repousses un peu Ouais, les c'est ça. informations pour avoir Exactement. de rétention et de... Exactement. Le truc qui marche bien, c'est tu sais, la bullet point, genre, ou les listes, genre, comment j'ai fait pour en arriver là? Première chose, j'ai fait ça, 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 ça. Le troisième truc, c'est vraiment ce qui m'a fait exploser, machin. Donc, tu les laisses regarder jusqu'à la fin. Deuxième chose, nan, 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 nan. Et la troisième, qui m'a vraiment fait exploser, nan, 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 nan. Et du coup, ça marche très bien parce que les gens veulent avoir vraiment tout le plan d'action en fait à dérouler. Ils le feront probablement jamais. Mais il y a peut-être 0,5% des gens qui t'écoutent qui vont le faire. Et ces gens-là, c'est cool pour eux, mais les autres, ils le feront pas. Donc vous voyez, c'est 100% authentique. T'as quand même balancé un Reels là comme ça, en créé en impro total. Effectivement, je pense que si on chronomètre, ça fait 2 minutes. Peut-être que en rush, ça fera 1 minute, 40 secondes peut-être même. Balèze. Balèze, je sais pas. Non, mais en tout cas, ça prouve, tu vois, là, effectivement, une expertise. On voit que bien sûr, t'as cherché un petit peu, mais bon, j'étais un peu pris au dépourvu, mais enfin, tu vois, ok. Et moi, je t'avoue que je suis bluffé parce que je pensais pas que sur l'écriture, notamment de tes posts LinkedIn, je pensais que maintenant, t'avais tes templates et comme t'avais tes templates de fait, tu vois, tu balançais tes idées et ça allait beaucoup plus vite. Mais du coup, je suis content de t'avoir un petit peu challengé pour le Reels. Je l'ai annoncé sur LinkedIn que j'avais délégué. Moi, j'ai aucun mal à le dire. Bien sûr. Je trouve pas ça. Ouais. Et tu vois, moi, ça m'intéresse qu'on reste encore un petit peu avant qu'on passe sur l'organisation, sur notamment la création de contenu vidéo, puisque tu vois, t'as compris, c'est ce qu'on fait ici. Et c'est en fait aussi l'origine, tu vois, de ce Hook and the Gang, c'est de parler aussi de création de contenu, de création d'audience, mais aussi de création de contenu vidéo. Tu vois, on a parlé beaucoup de LinkedIn, on parle de vidéo. Est-ce qu'il y a un format que tu préfères à l'autre ? Pourquoi ? Et surtout, qu'est-ce que tu penses que ça apporte de différent au niveau de ton audience ? Je pense que ma réponse va te surprendre. Je préfère largement le contenu écrit, puisque en fait, tout ce qui est vidéo, apparition, etc., ça me demande énormément d'énergie. Tout ce qui est coaching, ça me demande beaucoup d'énergie. Et en fait, je suis une introvertie extravagante. C'est ma copine Harmonie qui m'a dit ça un jour. J'ai dit, parce que je lui disais, mais moi, tu vois, me montrer tout, faire des apparitions en public, faire des coachings, parler avec les gens, c'est beaucoup d'énergie pour moi. J'arrive pas trop. Enfin, j'aime ça, mais à la fois pas trop. C'est pour ça que j'ai jamais fait de coaching one-one d'ailleurs, parce que je me sens pas de le faire. Elle m'a dit, mais tu es une introvertie extravagante. Ok, t'es super sociable, tu vas voir les gens, tu parles, etc. T'es très à l'aise en public et tout ça, mais t'as besoin de recharger tes batteries seule. Tu te sens très bien quand tu es seule. Et en fait, le format vidéo fait que t'es obligé de te préparer, t'es obligé de scripter, c'est vraiment beaucoup plus difficile que le format écrit où tu peux juste être au fond de ton lit comme une larve et il y a personne qui le sait et tu sors un post banger qui fait des dizaines de milliers de vues, tu vois. Donc là, je pense tu sais que tu vas caler une image à tous ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que tu vas lire un post, bon, maintenant ça va, elle l'a dit, elle l'a délégué, donc elle n'est pas dans son lit quand elle écrit les posts. C'est pas moi qui suis dans mon lit comme une larve, en tout cas. Je ne sais pas ce que fait Bettina, mais je pense que je préfère vraiment le contenu écrit. Je pourrais t'écrire 5 posts par jour. Moi, ça me passionne, j'adore. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant aussi que tu aies du coup délégué quelque chose que tu aimes bien. Oui, c'est vrai. Et en même temps, tu avais un bouquin à écrire aussi, donc je pense que niveau écriture, tu avais suffisamment à faire. Tu as aussi tout le contenu écrit de tes formations, de tes pages de vente. Ça fait aussi pas mal de choses. Peut-être des lettres aussi que tu écris. Tout à fait, que j'envoie à ma grand-mère, que j'envoie à toi. Relation épistolaire. T'as pas reçu la mienne, tant pis. Non, malheureusement. Enveloppe rouge, toujours, c'est important. Non, écoute, franchement, trop cool. Merci de ce partage. Moi, ce que j'aime bien aussi quand même demander, c'est
comment on fait et je te laisserai là-dessus sur la vidéo, mais comment on fait pour faire une vidéo tu m'as dit qu'il y avait 3 types de vidéos. Mhm. Donc peut-être, est-ce que du coup, tant pis, toi, tu auras 3 questions. C'est comment tu fais chaque type de vidéo que tu as donné tout à l'heure. Tu as dit il y en a pour exploser. Ouais. Comment tu fais une vidéo qui explose. Comment tu fais une vidéo qui permet de cibler ton audience. Ouais. Et comment tu fais une vidéo qui t'a dit crée du lien avec ta relation. Alors, on va faire plutôt buzz parce que ça va être très facile. Buzz, c'est tout ce qui va être très clivant. Tout ce qui va être à contre-courant. Un unpopular opinion, tu sais, un opinion impopulaire un peu, tout le monde dit qu'il faut faire ça alors que c'est pas vrai. Tout le monde dit, j'en sais rien, tu vois, mais quelqu'un qui va dire tout le monde dit qu'il faut se brosser les dents 2 fois par jour alors que pas du tout. Mais tu dis ça, Faut les gens... le faire 3, qu'on soit d'accord. oui. Pas 0. Les gens, tu leur dis ça, ils commencent à péter un câble, tu vois. Tous les gens qui sont ni docteurs, ni savants, ni machin, ils vont aller dans les commentaires, etc. Moi, il y en avait un pour t'illustrer, qui avait très très bien marché. Et c'était vraiment fait exprès pour créer des réactions. Je savais très bien que ça allait en faire. C'est juste une vidéo de moi, à mon bureau, avec comment ça s'appelle, Un bandeau, une accroche, un hook. ouais, il a une accroche avec écrit t'as 25 ans et tu gagnes plus qu'un médecin chirurgien. Et en fait, les gens, mais ils se sont défoulés dans les commentaires. Parce que je savais qu'en fait, comparer mon métier qui n'est pas vital au métier de médecin, je savais très bien que ça allait faire jaquer, tu vois. Et je savais très bien que les gens allaient dire, en fait, toi, t'es inutile, alors que le médecin, lui, il sauve des vies. Et il fait des études pour justement, toi, te sauver si t'as besoin un jour d'aller à l'hôpital. Après, tu vois, il y a des gens dans les commentaires qui ont dit, si j'ai besoin de me faire opérer, je te prends un coaching Instagram, tu vois, ou voilà, ils ont un petit peu fait du second degré, mais j'ai eu beaucoup de premier degré de gens qui disaient ouais, mais toi tu sers vraiment à rien et tout. Enfin, faut pas être sensible, tu vois, quand tu fais des vidéos comme ça. Donc bref, vidéo un peu buzz où tu vas être clivant, où tu vas aller à contre-courant de ce que les gens pensent. Deuxième vidéo, créer du lien avec son audience. Créer du lien, ça va être plus du storytelling, ça va être plus doux. Tu vas peut-être mettre des musiques un petit peu de piano, de violon derrière pour pouvoir créer cette atmosphère-là où les gens se sentent proches de toi avec des anecdotes que tu as dit nulle part, des choses qui viennent de t'arriver. Ma copine Harmonie, qui en fait beaucoup, dès qu'elle a une émotion, dès qu'elle ressent une émotion ou qu'il lui arrive quelque chose, elle prend tout de suite son téléphone et elle parle à chaud avec les mots qui lui viennent du cœur. Et on le ressent dans les vidéos. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que c'est pas scripté en fait. Donc quand tu crées du lien avec ton audience, en général, c'est une situation qui t'est arrivée il y a quelques années dont tu as envie de parler, ou une situation que tu viens de vivre et où tu as l'émotion qui ressurgit. Et après, la troisième où tu vas tu vas vraiment attirer une audience qui est qualifiée, ça va être plus des tips. Mais à ce moment-là, moi, ça pourrait par exemple être... comment optimiser ton profil Instagram sur tes réseaux sociaux. Je te montre comment on fait. Et tu vois, tu mets un petit peu en scène. Tu filmes un peu de haut. Tu prends ta tablette, là. J'imagine que j'ai une tablette. Tu filmes un petit peu de haut. Et avec ta tablette, tu vas venir prendre ton stylo. Et puis tu vas dire, là, tu fais ça. Là, tu écris ça. Là, regarde, il faut faire comme ça. Et puis ton feed, il doit être comme ça. Et donc, en fait, du coup, la personne a l'impression vraiment que au-delà d'être devant la caméra et que tu lui donnes des conseils ou tu parles ou t'affiches peut-être du montage, elle a l'impression vraiment d'être plus proche de toi et c'est animé, ça demande moins de travail que du montage aussi et c'est tout bénef, quoi. Trop bien. Franchement, merci pour ces tips. Avec Est-ce que plaisir. tu as autre chose à nous donner là-dessus? Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager sur ça, sur ce côté création d'audience, création de contenu? Il y a un truc que j'ai appris récemment, c'est qu'en fait, dans la création de contenu, on peut dire tout ce qu'on veut, créer des stratégies, des méthodes, etc. Ce que les gens achètent le plus, c'est toi, en fait. Et moi, j'ai fait un switch là sur ma création de contenu récemment, où je suis moins agressive que ce que je l'étais au début. Et les gens...
Donc je parle toujours d'argent. J'ai un petit peu faim. Ouais, t'inquiète, il y a un Aussi. combat depuis tout à Il y l'heure. a un combat de Je sais pas ce que ventre. Kevin qui est derrière, il doit être là avec les. Ça arrête pas. Je suis vraiment. En vrai, je te jure, depuis tout à l'heure, je suis là. Je sais pas si ça va s'entendre au micro. On verra. C'est pas grave. Mm, mm. C'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais que donc les gens, ils t'achètent toi. Et depuis que j'ai fait ce switch-là, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent je sais pas ce que tu vends, mais j'adore ta personnalité. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu vends? Parce que je veux travailler avec toi. Wow. Mais vraiment, j'en reçois beaucoup. Étonnant. Ok. Avant, j'en recevais pas formulé de cette manière. Mm. C'était plus, j'adore les résultats que tu as eus, c'est génial, comment tu as fait, je veux savoir. Vraiment sur le make money et là, t'es plus Exactement. sur la personne. Tout à fait. Ok. Vraiment, là, tu travailles plus ton image, ton personal C'est branding ça, directement. exactement. Et ok, en vrai, ça s'est vu, ce switch sur ta création de contenu. Tu vois, je pourrais presque mettre le. Ok, là, elle a commencé à changer de stratégie. C'est assez intéressant. Est-ce que c'est une stratégie qui est faite, tu vois, dans un objectif aussi précis, Ouais. peut-être, je sais pas, légitimité, plus de ventes ou pas, Mhm. ou non, c'est juste que tu as aussi peut-être fait le tour d'un certain format de contenu et juste tu veux changer parce que ça fait, Ouais. comme tu dis, ça fait, même si t'es toute jeune dans la création de contenu, en même temps, t'es aussi un des dinosaures de la création de contenu. C'est un C'est dinosaure ça. assez jeune, Ouais. c'est particulier, mais donc, tu vois, En fait, j'ai fait ce switch parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup blessée. C'est des gens qui venaient me voir et qui me disaient en fait, ton contenu me ressemble plus. Ou alors, par le biais d'autres personnes qui me disaient ah, là, j'ai croisé un tel qui m'a dit ça sur toi. C'était pas forcément positif. Ok. Et les gens me voyaient un petit peu comme une chieuse, pas capricieuse, mais tu sais, qui un peu qui se la pète, quoi. Et c'était pas du tout l'image que j'avais envie de renvoyer. Mais malheureusement, quand tu fais du make money, que tu fais de l'argent, que tu le montres, et parce que forcément, ça attire mes clients aussi. C'était stratégique. C'était pas. Je m'en fous. c'est ce qui convertit aussi le plus, je suppose, Tout à fait. en termes de Tout à fait. vente, ouais. Donc, oui, j'ai mis en place des stratégies. J'ai remarqué que quand je parlais d'argent, ça convertissait plus que quand je parlais de bénéfices factuels, qui sont pourtant le plus important. Mais, donc, ouais, j'ai switché parce que j'avais entendu trop de choses où je me disais, putain, les gens ne me connaissent pas. Et j'ai eu plein de personnes qui ont appris à me connaître sur des events, sont venues me voir. Ils m'ont dit, j'apprenais un petit peu, mais en fait, t'es genre trop sympa. T'es accessible, t'es cool, t'es gentil, t'es rigolote et tout. Et franchement, sur les réseaux sociaux, on dirait pas la même personne. Et là, je me suis dit, ouais, putain, c'est dommage parce que est-ce que soit moi, je m'invente un rôle involontairement, je le fais pas exprès, soit est-ce que, je sais pas, je veux trop prouver, je suis trop agressive dans ma communication et en fait, c'est pas à 100% moi. Je sais pas, tu vois, vraiment, j'ai pas la réponse à cette question. Et après, on m'a dit, mais meuf, vraiment, adoucis-toi. Chill, sois plus chill et tout, prends les trucs un peu plus cool. Et je l'ai fait. Et tu vois, c'est intéressant parce que du coup, la question, c'est est-ce que la Laurine des réseaux sociaux, c'est la même que la Laurine qui est en face de moi, tu vois, aujourd'hui, et qui est la même, qui était toute seule, et qui est la larve qui écrivait ses posts LinkedIn dans son lit. Mais surtout, comment dire, si tu vois, tu avais une différence d'image au début sur le côté, comme tu disais, un peu plus agressif, est-ce que c'était toi et c'est toi aussi qui c'est juste... on évolue, tu vois, tous aussi au niveau... on évolue juste tout simplement. Est-ce que tu penses que du coup c'est juste ta personne qui a évolué et donc en fait ta création de contenu et ton personal branding a aussi évolué et que tu étais peut-être un peu plus, je fais exprès, entre guillemets, chieuse aussi avant, tu vois, etc. Ou au contraire, est-ce que c'est juste tu faisais d'une certaine manière ta création de contenu et t'arrivais pas à traduire, tu vois, l'image que t'étais vraiment, parce que c'est une vraie question qu'on peut se poser quand on crée du contenu, et surtout quand on commence à découvrir, avec tous nos clients, et moi je l'ai vécu aussi, une fois que tu passes derrière la caméra, tu te vois, tu filmes, tu regardes la vidéo, tu fais, ouh, c'est moi ça? Et du coup, c'est vrai que de réussir à transmettre ce que tu as envie de transmettre par vidéo, des fois c'est très compliqué. Et donc c'est comment réussir à, entre guillemets, scripter ta vidéo pour paraître naturel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, je pense que tu peux jamais être naturel en scriptant une vidéo. Je pense qu'il faut des grandes idées et juste de savoir de quoi tu parles. Ouais, quand je dis scripter, je parle pas du script, tu vois, je parle vraiment de... Tu sais que quand tu vas parler, tu vas avoir une telle accroche ou que tu vas... Ou même que tu vas te tenir peut-être un peu plus droit, ou je sais pas, mais du coup, forcément,
de tenir plus droit, ça peut donner un aspect plus rigide. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que tu vois, dans ma création de contenu avant, je pense que j'étais, enfin, c'est pas je pense, c'est j'étais la Laurine que j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais dans la vraie vie. Ok. J'avais besoin de prouver des choses. Tu vois, moi, j'ai arrêté mes études au bac plus 4. J'avais mes parents derrière. Je devais leur prouver que, attendez, tout va bien, je gère, je maîtrise la situation. J'avais aussi des clients qui me faisaient confiance, donc j'avais besoin de leur montrer que j'avais des résultats. Mais à ce moment-là, je travaillais 15 heures par jour, j'étais une folle du taf. Là, je me suis un petit peu plus adoucie, j'adore mon travail, mais depuis que j'ai pris mes bureaux, comme je t'ai dit, j'arrive à délocaliser le travail au travail et mon perso chez moi. Et ça me fait un bien fou, mais du coup, ça fait que je travaille moins qu'avant, mais parce que j'ai aussi une équipe qui forcément prend ma charge mentale. Enfin, ça sert à rien de travailler autant qu'avant, d'avoir une équipe, de faire plus de chiffres et de travailler tout autant, tu vois. Sinon, je suis toute seule et ça me fait moins de choses à gérer. Mais je pense que, comme tu dis, mon contenu, il a évolué en même temps que moi. Où à un moment, je me suis dit, là, je suis fatiguée. Là, ça commence à faire beaucoup. Et si je veux pas claquer entre les doigts, je vais devoir un petit peu freiner. Et donc, du coup, il y a eu un moment où j'étais... je pense que j'ai eu une phase de dépression où j'étais vraiment en chute libre. Bon, ça n'a pas impacté mon chiffre d'affaires parce que j'étais toujours assez raisonnée pour pouvoir faire le minimum et pouvoir quand même pallier à mes frais, etc. Donc, j'étais pas en burn-out, tu vois, plus capable de rien faire, mais j'étais pas loin. Et après, j'ai dit, je vais prendre un bureau, on va mettre le travail là où il est, là où il doit être. Et puis je me suis calmée aussi sur mon contenu et je pense que j'ai évolué en même temps, en fait. Ok. Bon, t'as vu, on a quand même glissé un peu déjà sur le perso. Ouais. Je vais quand même, juste pour pas que les personnes attendent que tu pêches le dernier canard jusqu'à la fin, continue. te le faire pêcher quand même. Et comme ça, on continue effectivement sur le perso, puisque c'est aussi intéressant, tu vois. Et pour moi, c'est primordial de parler aussi un peu de personnes. Mais c'est facile. Quel numéro? 39, mince. C'est bien le 1. C'est bien le 1. Ok, donc, qui es-tu? Et ben écoute, je pense que... Hop, je vais rapprocher un petit peu mon micro. Vas-y. te charrie. Ouais. Donc effectivement, on a bien vu qui t'étais, tu nous as partagé beaucoup de choses, et tu vois, là, t'as parlé d'un élément qui nous emmène sur cette transition, et je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est que, tu sais, t'as dit tout à l'heure, tu joues un peu en fonction des vidéos, tu sais que celle-là, tu vas ramasser en termes de commentaires. T'as dit que c'était pas facile. Comment tu fais pour gérer justement ce côté haters, dans le sens où, tu vois, ça c'est une problématique que nos clients ont, quand tu commences à avoir de l'audience, à avoir de la visibilité, forcément, à un moment donné, il y a quand même des personnes qui vont pas apprécier ce que tu fais, pas apprécier ta vidéo, pas apprécier ta coupe de cheveux, pas apprécier... Et ils vont te le dire. Il y a quand même un espace qui s'appelle commenter, donc ils commentent. Comment ? Et donc, comment tu arrives à gérer ça? Donc, ma question qui était à rallonge, je te la raccourcis, c'est comment tu gères tes haters? Comment je gère mes haters? Ben, je les gère pas. Non, avant, je me prenais la tête avec les gens qui m'insultaient sur les réseaux sociaux, qui me rabaissaient, qui voulaient exposer leur science, qui étaient jamais d'accord avec moi. Bref, avant, vraiment, je répondais, je laissais le bénéfice du doute et j'avais envie de débattre parce que je voulais pas sanctionner, tu vois, la prise de parole. Je me disais, tout le monde a droit à la parole. Et puis, quand c'est toujours les mêmes quand c'est les mêmes personnes qui reviennent et qui te saoulent, en fait, qui ont toujours un truc à dire, ou quand c'est des gens qui ont juste aucun avis constructif, au bout d'un moment, ça te saoule. Puis, t'en reçois tellement qu'en fait, t'es habitué... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais le cerveau s'habitue très, très vite. Autant au négatif qu'au positif. C'est-à-dire, demain, un mec qui va gagner 3 millions de jackpot au loto, il va pas réaliser le premier mois, le deuxième mois, mais après, il va vivre une vie de millionnaire à claquer des 10 000 euros par jour, comme s'il avait toujours vécu comme ça. Et demain, tu lui enlèves son 3 millions qu'il a, ou 30 millions qu'il a eu, il est désemparé et il doit retourner à une vie normale, tu vois. Et ben là, c'est exactement pareil. Sur les réseaux sociaux, à force de prendre du bashing, t'en fais même plus une affaire personnelle. C'est un désaccord Toltec d'ailleurs.
à ne jamais en faire une affaire personnelle, parce qu'en fait, tu sais que ces gens-là, ils commentent, et que 1 minute après, ils ont scrollé 6 autres vidéos, ils ont peut-être probablement encore commenté, ils se rappellent même plus qu'ils ont commenté chez toi. Et quand tu sais que les gens consomment du contenu à outrance, et d'ailleurs je vais faire une petite expérience avec toi, si tu veux bien, et avec nos auditeurs. Incroyable. Est-ce que tu peux me dire, hier, tu peux me citer 3 contenus que tu as regardés? Alors, désolé, mais oui. Ah, Je c'est vrai? sais pas. Et oui, bien sûr, puisque hier, en vrai, c'est simple, j'ai regardé des contenus à toi pour Ouais, mais préparer lesquels? Ah ouais, là, plus chaud. Et j'ai disé quoi dedans, Ah, tu d'accord, vois? ok. Plus chaud, plus chaud, plus chaud. En vrai, ceux qui vont me venir, sinon, c'est honnêtement, ça va être la story d'Alice sur le fait de pas voler sa maison parce Ok. que il y avait des boucles d'oreilles, c'est Oui, tout du d'accord. toc. Ouais, les Il y a 250 ça. euros de toc, ouais, Voilà. ok. Il y en a un sur l'éducation pour les enfants que j'ai trouvé très très bien. Ok. Où en fait c'était comment apprendre à la valeur de l'argent et Ok. surtout à leur apprendre à créer de la valeur. Ok. Et un autre sur en vrai je galère mais on a bien compris le message. Ouais, ouais. Effectivement c'est Tu es la c'est première hyper personne chouette. qui arrive à me les sortir. Mais et pourquoi aussi, c'est parce qu'en vrai je scrolle pas beaucoup. Ouais. Et donc en vrai ma consommation est vraiment très limitée, Ok. ce qui fait Je que comprends. en fait je sais ce que j'ai Oui. regardé et consommé comme contenu. Et d'ailleurs c'est un petit tips, je pense, que de savoir ce qu'on consomme et de maîtriser sa consommation de contenu pour aussi nourrir, tu vois, son cerveau, sa réflexion, etc. Là c'est bête, tu vois, par exemple Alice, elle crée du super contenu, mais je suis pas du tout dans sa cible de contenu. Là, j'ai eu une recommandation ou c'était peut-être même une story, mais parce qu'en fait, je l'ai eu en interview, Oui. tu vois, juste avant, donc forcément, je me suis documenté. Oui, t'as regardé, et donc, ouais, bien sûr. j'ai eu des recommandations de son contenu. Mm. Sinon, moi, c'est simple, tu vas avoir beaucoup, en ce moment, tu vas avoir un peu de rénovation, puisque je suis en train de rénover mon appart. Je sais que tu construis une maison aussi. Je vais avoir sur la finance, entrepreneuriat, c'est que ça, moi. J'ai que ça. Et du sport aussi, des exercices de sport un peu. Ok. C'est ça que je voulais te faire comme petit jeu en perso aussi. Est-ce que tu peux nous montrer ton feed de recherche d'Instagram? Ouais, il y a un petit coup de pression. Oh là là. Et on finira par ça, puisque comme on a bien... Mon feed de recherche. Je le montre à la caméra comme ça. Tu peux le montrer à la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Je sais pas si on... Attends. Je vais te dire ce qu'on y voit, après voilà. je montre à la caméra. On y voit de la bouffe. On y voit beaucoup de bouffe, des bébés, Hailey Bieber et Justin Bieber. Beaucoup de bouffe, en fait, je me rends compte, c'est dingue ça. Énormément de bouffe. Non mais attends, mais il y a que ça. Non mais attends, je te montre. Il y a que ça. J'adore. Il y a que de la bouffe. Ça sent des petites recettes pour l'été, ça. Ouais, bah alors en plus pour ce que je cuisine là en ce moment, vraiment, il y a que de la... Après il y a des gens que je connais pas. Non, il y a que de la nourriture. C'est une dinguerie. C'est ce que j'allais te demander, tu vois. C'était en fait, j'ai fait ces petits jeux, tu vois, forcément à nos invités, parce que en vrai le feed bouge quand même très très vite. Ouais. C'est assez impressionnant sur Instagram à quelle vitesse ça évolue. Mais est-ce que toi, dans ta création de contenu, tu t'inspires et il y a des aussi créateurs que tu suis? Est-ce que tu consommes, tu vois, on parlait de scroller, est-ce que tu scrolles pour aussi consommer des tips ou quoi? Alors, on est 2 sur mon compte Instagram, faut savoir. Il y a une nana qui bosse avec moi et qui me fait mes montages, et c'est elle qui les programme. C'est elle qui a regardé toutes les vidéos de bouffe, qu'on soit d'accord. Peut-être, non, ça m'étonnerait. C'est beaucoup moi. Mais du coup, en fait, j'ai un algorithme qui comprend pas trop, puisque des fois, elle scrolle sur mon compte pour regarder en fait les tendances, les machins et tout, mais elle a pas les mêmes comportements que moi. Donc, je pense que mon algorithme, il est un peu, voilà. Mais ça revient très vite, hein, en un jour ou deux. Franchement, ils sont tellement puissants maintenant. Mais oui, je m'inspire beaucoup. Je ne réinvente jamais la roue, et c'est, je pense. La pire chose à faire quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est de vouloir faire des trucs que personne n'a encore fait. Alors oui, tu peux être précurseur d'un mouvement, mais après avoir testé combien de fois, en fait? C'est ça la question. Donc si tu testes 100 trucs pour un peu lancer une trend, etc., et encore, faut être fort vraiment pour lancer une trend, ça va te prendre énormément de temps, d'énergie et d'argent pour au final pas grand chose en fait, puisque la personne qui lance une trend, on s'en fout un peu de qui c'est, on sait d'ailleurs presque jamais qui c'est.
Donc moi, je pense que le mieux, c'est vraiment de voir ce qui fonctionne sur ton feed et de le réadapter à toi, de le refaire. Enfin, Ok. Parce que tu penses que si du coup ça marche sur ton feed, c'est aussi un type de contenu que tu consommes, donc que t'aimes et que les autres vont aimer et que tu vas pouvoir reproduire. Moi, je scrolle beaucoup en conscience. Ok. Ça veut dire que quand je scrolle, je sais que je scrolle pour le travail ou que je scrolle pour le perso. Quand je scrolle pour le perso, je me pose pas de questions. Quand je scrolle pour le travail, je me mets un timer avec du coup un bruit sonore pour me dire ok, là c'est fini, etc. C'est vrai que t'avais une petite boîte qu'enfermait ton téléphone. Là, ouais, ça c'est pour pas utiliser mon téléphone quand je travaille, pour me mettre en deep work. Mais ouais, scroller en conscience, ça te permet de te dire ok, c'est quoi mon comportement? En fait, tu réagis un peu comme l'algorithme. C'est quoi mon comportement sur cette vidéo? Là, tu vois, je vais scroller, je vais dire pourquoi celle-là je l'ai scrollée instant et je l'ai pas regardée? Qu'est-ce qui me plaît pas? Est-ce que c'est l'accroche qui est trop longue, qui est trop dure à lire? Est-ce que c'est la vidéo en général? Est-ce que j'ai lu l'accroche et ça m'a pas plu? Pourquoi cette vidéo je suis regardée jusqu'à la fin? J'ai pas regardé. Pourquoi j'ai regardé jusqu'à la moitié, pas jusqu'à la fin? Pourquoi cette vidéo je l'ai regardée 3 fois? Qu'est-ce qui a fait que je suis restée dessus? Mais c'est très dur, hein. Vraiment, c'est un exercice tu le fais 10-15 minutes, pas plus, parce qu'après, c'est très, très énergivore. Hein. Ouais, c'est clair. Oui, d'avoir une prise de conscience comme ça sur sa consommation de contenu, balèze. Mais je te mens pas, je suis pas infaillible. Des fois, je pars, j'oublie, tu sais, dans 3 minutes, j'oublie et je suis là, putain, je suis en train de travailler, en fait. Et c'est OK, hein. Mais ouais. T'as une excuse, tu travailles sur de la création de contenu. Ça va. Exactement. Je peux scroller toute la journée, on pourra rien me dire. C'est clair. Trop cool. Écoute, franchement, on a fait un petit moment. J'aime bien quand même me donner, tu vois, la parole pour terminer un peu l'émission. Donc, est-ce que tu aurais un message, quelque chose que tu as envie de faire passer? Je trouve, tu vois, toujours intéressant de permettre à l'invité de dire vraiment quelque chose, que ça soit en lien avec ce qu'on a dit ou pas du tout. Donc, écoute, la caméra est à toi. Les caméras sont à toi. La caméra est à moi. Les caméras sont à moi. Celle-là, tu ne la verras pas. Moi, j'ai bien envie de faire passer ce message de dire que dans l'entrepreneuriat, tout prend du temps. Et que, alors oui, peut-être que je suis une exception aussi sur tous les autres et j'ai explosé assez rapidement, c'est vrai, tu vois, je vais pas mentir. Mais j'arrive aussi, moi, à des moments où dans ma boîte, je connais une hypercroissance et puis après, ça ralentit. Et en fait, les gens ont toujours tendance à se dire « Ah ben, j'ai fait un cas ce mois-ci, le mois prochain, je vais faire 2, puis le mois d'après, je vais faire 4, puis après 8. » Mais en fait, c'est impossible de doubler tout le temps et d'aller chercher l'hypercroissance. Et je veux vraiment que les gens comprennent que peu importe le niveau auquel on est, on connaît tous des phases où on va avoir besoin de ne plus être dans ce brouillard mental et d'avoir l'esprit clair pour prendre des décisions qui sont claires et qui sont saines. Le principe de l'objet brillant, de toujours vouloir aller chercher plus, de toujours vouloir sortir un produit qui est dans les tendances au goût du jour parce que ça fonctionne maintenant et donc faut le sortir maintenant pour surfer sur la vague. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut pas baser son business là-dessus et vraiment tout prend du temps. C'est hyper important de conscientiser, de prendre conscience de ça. Moi, j'ai des élèves qui ont explosé en 3 mois, d'autres qui ont explosé en 6 mois, d'autres ça fait 10 mois, ils commencent déjà là à exploser et j'ai pas de baguette magique, tu vois, pour les aider. Mais par contre, tout ce que je sais, c'est que ceux qui ont abandonné en cours de route, forcément, en fait, ils pourront pas réussir. Et ceux qui se sont accrochés, ça finit toujours par payer à un moment donné. Et je le dis parce que j'aurais aimé qu'on me le dise, tu vois, quand j'ai démarré. Et même au cours là, de ces 2 ans et demi, j'aurais aimé qu'on me le dise aussi plus souvent. De pas être attaché trop aux résultats, mais de savoir comment tenir sur la durée. C'est beaucoup plus impressionnant que de savoir faire 500 000 euros en un seul mois et puis plus rien après, par exemple. Ne sois pas trop pressé avec les résultats. L'important, c'est de tenir dans la durée. Donc, courage pour ce que tu fais. Ça va le faire. Exactement. C'est une réplique de film ou un truc comme ça? Non, j'ai même pas la ref. C'est juste, tu m'as dit que tu l'avais pas entendu ces 2 dernières années. Donc d'accord. Je te le redisais encore un petit peu. Écoute, c'est gentil. J'espère que les auditeurs prendront bien note aussi de ce que tu viens de dire. Merci. Merci. Cool. Ouais, c'est génial. Écoute, on l'a pas fait au début parce qu'en vrai, c'est galère de le remettre, mais je vais te faire une petite innovation. Je vais te demander de clapper à la fin. Tu peux virer le micro si tu veux, y a pas de souci. Okay, ça sera pour se faire des petits. Tu peux clapper.
Tu veux me faire. Clap devant la caméra. Tu peux clapper. Non, la juste où t'es, petite juste où clap. t'es. Ouais, je sais, ouais. Je sais que c'est cool de clapper en vrai, franchement.